Alors que Chypre s'apprête le 1er janvier à prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulidis, et une délégation chypriote étaient à Kiev ce jeudi. Ils ont rencontré des enfants enlevés au début du conflit en Ukraine et tout juste revenus dans leur pays après un long séjour en Russie. La délégation a pu dialoguer avec eux et ont entendu des histoires parfois choquantes. Le président chypriote a visité le centre de protection des droits de l'enfant qui œuvre à la réhabilitation des enfants rapatriés. Il a rencontré certains de ces jeunes victimes de la guerre et qui tentent de surmonter les événements traumatisants qu'ils ont vécus. Les autorités ukrainiennes affirment que le premier enlèvement de mineurs enregistré concerne un cas survenu en Crimée en 2014 et elles se plaignent que la Russie impose la militarisation à tous les enfants déportés. I understand you have kids of 1 year old, 6 months Yeah. old, and Yeah, and we don't know how to return them back. For example, Margarita Prokopenko, she was only 10 months old when she was deported, officially deported by Sergei Mironov. Sergei Mironov, he is the member of Russian parliament, and he officially adopted and deported her from Kherson. And when we found so-called her new documents on Russian certificate of birth, she is Marina Mironova. She was born in Moscow region, but in Ukraine at the same time we have Ukrainian family. Nikos Christodoulidis a condamné ces phénomènes inacceptables, rappelant que son pays a également connu des expériences dramatiques similaires. Il a souligné que la République de Chypre soutient les efforts du centre et continuera à le faire pendant la présidence chypriote du Conseil de l'UE. Il a également invité un groupe d'enfants et de tuteurs à visiter Chypre pendant quelques semaines, au grand bonheur de ces derniers. L'armée américaine a de nouveau détruit un bateau transportant de la drogue dans le Pacifique Est. 4 hommes ont été tués selon le Pentagone. L'opération a été menée par le commandement Sud, basé en Floride, sur ordre du secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui fait personnellement l'objet d'une surveillance accrue en raison d'opérations militaires similaires menées contre des bateaux de contrebande de drogue présumés, qui ont fait au moins 87 morts depuis le début de cette campagne. Lors d'une audition à huis clos jeudi au Congrès, l'amiral Bradley, le commandant qui a mené l'attaque du 2 septembre dernier, au cours de laquelle 2 survivants de la première attaque ont été tués lors d'une seconde frappe, a déclaré qu'il n'avait pas reçu l'ordre de tuer toutes les personnes à bord. Selon l'administration Trump, les États-Unis sont en guerre contre les cartels de la drogue et cela justifie le recours à une telle force. Les États-Unis ont déplacé d'importantes forces navales, dont leur porte-avions Gerald Ford, près du Venezuela. Ils ont aussi fermé son espace aérien et menacé de frappes à l'intérieur du pays. Le Venezuela est une source importante de drogue et d'immigration clandestine et Washington a désigné le président de longue date, Maduro, comme le chef du cartel Tren de Aragua. La vice-présidente de la Commission européenne, Roxana Menzatou, était l'invitée de notre émission matinale Europe Today. Elle a déclaré que la compétitivité européenne ne devait pas se faire au détriment des droits des travailleurs. Dans le cadre de l'agenda de l'Europe sociale, elle dévoilera des plans visant à améliorer les compétences des travailleurs pour répondre aux besoins actuels en matière de main-d'œuvre et aux transitions vertes et numériques. Roxana Menzatou a répondu aux inquiétudes selon lesquelles les droits sociaux ont été sacrifiés au nom de la compétitivité. Competitiveness is absolutely essential for us to be able to deliver quality jobs, but we cannot, as Europe, I think, achieve competitiveness if we forgo or if we lower the standards on employment. So we need to do this together, balancing the two. L'impact des systèmes d'intelligence artificielle sur le lieu de travail est l'un des sujets importants qui seront abordés dans la législation. Un rapport récent d'Euronews a montré qu'un lieu de travail européen sur 4 utilise désormais des algorithmes et l'IA pour prendre des décisions qui ont un impact sur la vie professionnelle des employés. Some jobs for sure will be transformed or will disappear, and some will be functioning with AI assistance. Our concern is that where we will have AI as a boss, not only as an assistant, we need to create trustworthy environments and trust for SMEs, therefore corporations and for workers to use and work with these systems. Les travailleurs de tous âges, de toute région et de tout secteur devront renforcer leurs compétences en matière d'IA, mais Roxana Menzatou a souligné que les projets de la Commission éviteraient de créer une charge supplémentaire pour les entreprises européennes.
Ed è finalmente arrivata in Italia la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026, l'aereo che l'ha portata direttamente dalla Grecia è atterrato qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Ad accompagnare la fiamma il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Jasmine Paolini. Quella della capitale italiana è una prima tappa simbolica di un lungo viaggio in tutta la penisola, 12.000 chilometri, 60 città, grazie alla staffetta di oltre 10.000 tedofori. Ma il viaggio della fiamma non è soltanto una tradizione sportiva, porta con sé un messaggio di inclusione, un messaggio di speranza, è un momento collettivo per il Paese in nome dei valori olimpici. Dello sport, impegno, passione, pace, unità e spero insomma che la porti in tutta Italia, che più persone si appassionino allo sport, che è sempre una cosa positiva. C'era una manifestazione, ha ospitato le Olimpiadi nel 1956 a Cortina d'Ampezzo, poi ci siamo ripetuti nel 2006 a Torino con un'edizione che ha lasciato comunque una grande eredità, soprattutto sotto il profilo dell'atmosfera, della fiducia della città in se stessa e nella sua capacità di accogliere e di abbracciare il mondo. Più un mondo c'è e più naturalmente poi queste Olimpiadi sono destinate a durare nel ricordo, nella memoria, nell'esempio. Poi ovviamente sono anche un modo per cimentarsi con delle sfide nuove, ma ce n'è una che giochiamo tutti insieme, che è quella del cambiamento climatico, riuscire a trovare un'identità per gli sport invernali e la cultura degli sport invernali in un momento in cui si alzano le temperature, in un momento in cui il rapporto delle persone con la neve e del ghiaccio inevitabilmente cambia. Ecco, questo tipo di sfida naturalmente ci attende, ma non ci attende solo nei 15 giorni di Milano Cortina, ci attende anche per il futuro, per ciò che accadrà dopo. It's match day 2 at the Arab Cup and fans are gathering ahead of tonight's games. Fan zones across Qatar are buzzing with energy, music and a full lineup of activities for everyone. Supporters are arriving early at Lusail Boulevard ahead of tonight's Group A matches in games that could affect the group standings. The fan zones bring together all 16 nations with flags, food, cultural displays and performances that celebrate the region's diversity. It's a big opportunity. They have to win this to qualify. So I'm really hoping they win. As you can tell, as you can hear, it's like amazing here, and we're so excited. It's like just so much nice vibes here. Here, fans can enjoy games, workshops, and live shows to keep things lively. The big screens are ready, the crowd is buzzing, and the Lusail fan zone is full of energy as everyone gets set for the matches. The Arab Cup is about more than just the football. Mohamed Alashi, Euronews, Doha. La décision est enfin tombée. Israël participera à la prochaine édition du concours Eurovision de la chanson qui se tiendra en mai prochain à Vienne en Autriche. Ainsi en ont décidé les diffuseurs membres de l'Union européenne de radio-télévision réunis ces jeudi et vendredi à Genève pour l'Assemblée générale de l'organisation. Une décision qui divise. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont annoncé leur retrait de la compétition 2026. Well, what I'm pleased is the membership have had a full opportunity to debate it, and I can tell you it was a full, frank, honest and quite moving debate. But as we can see from the emphatic result, what they really came together on is a belief that Eurovision Song Contest shouldn't be used as a political theatre. It must retain some sense of neutrality. Les diffuseurs ont jusqu'au 10 décembre pour confirmer leur participation et d'autres boycotts pourraient encore suivre. L'Allemagne et l'Autriche, pays organisateurs de l'édition 2026, se sont de leur côté prononcés en faveur de la participation israélienne. Le concours, qui réunit des artistes musicaux de dizaines de pays, s'efforce de rester apolitique, mais il a été à plusieurs reprises mêlé à des événements mondiaux. La Russie a été exclue en 2022 après son invasion de l'Ukraine. Au cours des 2 dernières années, des manifestants pro-palestiniens ont protesté contre Israël devant les sites du concours Eurovision en Suisse et en Suède.
Une salle comble pour la chorale la plus aimée d'Ukraine au théâtre d'opérette de Budapest. L'ensemble Homin, célèbre dans le monde entier, est arrivé en Hongrie à l'invitation de l'ambassadeur Sándor Fejér et de Liliana Grexa, porte-parole pour la nationalité ukrainienne, afin d'offrir une soirée de joie aux réfugiés ukrainiens vivant ici et aux Hongrois intéressés par la culture ukrainienne. Az ukrán kultúra az ápolásra, megőrzésre értékes, és nagyon fontos, hogy mások is megismerjék ezt a kultúrát, és lássák, hogy mi az, ami éppen most az orosz agresszió támadása alatt áll. Pendant les 90 minutes de concert, Homin a enchaîné les chansons folkloriques et les classiques de la culture populaire en se produisant entièrement a cappella. Le répertoire évoque aussi bien le romantisme de la campagne ukrainienne que les bars enfumés de Kiev. Selon le baryton de la chorale, l'objectif est de redonner, ne serait-ce que pour une soirée, un petit bout de chez soi aux réfugiés ukrainiens dispersés dans le monde. Нашого хору є дві важливі місії. Ось перша – це сьогодні ширити українську пісню не лише серед українського суспільства в нас в державі, але поза її межами, європейськими країнами, різними містами, для того, щоб єднати наших українців, показувати українську культуру, українське мистецтво. Але, власне, друга важлива місія, більш навіть важливіша, це є допомога нашим Збройним силам України, тому що ми збираємо ці так звані донати, і ми допомагаємо якомога більше старатися, щоб ми допомагаємо нашим воїнам України. Et à la fin de chaque concert, la chorale organise également une petite vente aux enchères de souvenirs dédicacés. Toutes les recettes sont directement reversées aux soldats combattants sur le front.